Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis avec Elisabeth de pouvoir intervenir ce matin sur cette thématique qualité de vie et performance au travail. Donc moi, je suis Marie-André, chargée de mission à l'ARACT des Pays de la Loire. Et Elisabeth, Bonjour, et moi je suis Elisabeth Taillard, chargée de mission aussi à la RACT des Pays de la Loire. alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons lancer un petit sondage pour ceux qui sont en ligne. Alors, et pour ceux qui sont présents, vous pouvez également faire un vote à main levée. J'ai lancé le sondage, donc ceux en ligne, vous pouvez y répondre. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps. Alors, oui, la question, c'est pourquoi êtes-vous inscrit à cette matinale? Eh bien, par hasard, parce que je m'intéresse au sujet poussé par des demandes de salariés, ou je m'intéresse au sujet pour voir s'il peut répondre aux problématiques de mon entreprise, ou alors je veux lancer une démarche QVT. Enfin, je m'intéresse au sujet dans le cadre d'une formation. Alors, seulement, voilà. Ça peut être précis quand même. Alors, par hasard, ça. Par hasard. Bon, merci. Ça peut aussi. Oui. Voilà. On n'a pas le temps de faire un tour de table pour savoir qui est présent à cette matinale et ça nous donne l'occasion un petit peu de voir les motivations différentes et légitimes de chacun des participants. Voilà. Et pour l'instant, j'ai que 63% de sondages remplis. Ce que je vois au fur et à mesure l'avancée des réponses. Ça n'a pas l'air de bouger. Je vais peut-être considérer que les personnes qui ont envie de répondre ont répondu. Donc, je compte jusqu'à 3 et à 3, je vais mettre fin au vote. 1, 2 et 3. Je mets fin au vote. Voilà. Est-ce que... Ah, partager les résultats. Vous voyez les résultats? Je ne sais pas, donc je vais vous les donner. Personne n'a... Vous les voyez? Ok, parce que moi, je n'ai pas le retour de ça. Voilà. Donc, en majorité, les personnes présentes, en tout cas dans celles qui ont répondu, s'intéressent au sujet pour voir s'il peut répondre aux problématiques de leur entreprise. Merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage. Et je repasse la main à Marie. Très bien, merci Elisabeth. Alors, vous voyez aussi en vignette affichée, il y a Monsieur le maire qui peut peut-être déjà juste se présenter de votre fonction. Bonjour à tous, Renaud Lemaire, je suis le dirigeant de la société ICEDAP, société spécialisée dans la formation à distance, notamment pour les banques, les compagnies de gestion de patrimoine et les sociétés d'assurance. Merci. Barthélemy d'Anjou. Merci. Donc, Monsieur le maire pourra justement nous partager son témoignage un petit peu plus tard dans la matinée. Voilà. Alors, pour vous donner justement le sommaire de cette matinale, donc dans un premier temps, on va vous dire quand même deux mots sur la racte des Pays de la Loire. Et puis, assez rapidement, on va vous indiquer quelle définition on a de la qualité de vie au travail et quelles sont les définitions présentes dans les ANI. On va aussi orienter sur les caractéristiques d'une démarche QVT et quels sont les enjeux, les champs qui peuvent concerner une démarche qualité de vie au travail. On va bénéficier du témoignage de l'entreprise ICEDAP avec la présence de Monsieur le maire. Et puis, on vous présentera une possibilité d'appui collectif d'entreprises qui souhaiteraient se lancer dans la démarche en 4 étapes. Donc, ce sera l'occasion de vous indiquer de quelle façon on pourrait vous accompagner si vous étiez intéressé. Et puis, vous présenter justement l'offre QVT. Voilà. Alors, assez rapidement, vous dire un mot sur l'ARACT des Pays de la Loire. Donc, c'est Action régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est une association de droit privé qui a une mission de service public, qui est donc administrée par les partenaires sociaux, donc les représentants des syndicats patronaux, CPME, MEDEF, UDP, et les représentants des syndicats salariaux.
CFDT, CFE-CGC, CFTC, FO et CGT. Donc, on est soutenu financièrement par la région des Pays de la Loire et l'État en région via la DRETS et le réseau ANACT-ARACT auquel on est rattaché. Donc, il y a une ARACT par région et puis il y a l'ANACT qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc, on intervient auprès des directions d'entreprise et des salariés. On a vocation à aller dans les entreprises, donc plutôt les TPE, les PME, sur la région des Pays de la Loire, pour construire avec elles, expérimenter de nouvelles façons de faire. Une fois qu'il y a eu cette étape, on en tire des enseignements, on produit des outils, des kits, des méthodes qu'on va par la suite diffuser au travers d'actions, d'événements, comme ce matin, par exemple. Voilà. Et puis, on agit également en tant qu'organisme de formation sur certaines thématiques spécifiques. Alors, deuxième sondage. Qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail pour vous? Là, l'idée, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est simplement de partager quelle est la vision, la représentation de chacun. Donc, Elisabeth va partager un sondage en ligne. Voilà, c'est fait, il est partagé, vous pouvez répondre. Donc, c'est quoi la qualité de vie au travail pour vous? On vous propose 3 réponses possibles avec un choix unique. Des moments de convivialité en entreprise, pouvoir agir sur mon travail et son organisation, ou je ne sais pas, puisque si vous venez ici, c'est aussi parce que vous avez envie d'avoir quelques éléments complémentaires de réponse à des questions que vous pouvez vous poser. On peut peut-être faire participer de façon dynamique la salle en faisant un vote à main levée, peut-être. Alors, qui serait pour la première réponse? La qualité de vie au travail, ce sont des moments de convivialité en entreprise. Est-ce que vous pouvez voter à main levée dans la salle? Une personne. Une personne, très bien. Deuxième réponse, la qualité de vie au travail, c'est pouvoir agir sur mon travail et son organisation. Je coupe là. On ne peut pas vous mettre en difficulté. 18. 18, ok. Et la dernière réponse, la qualité de vie au travail, je ne sais pas. Toute humilité. 3. 3, ok. Très bien. Donc, plutôt une tendance pour la Il y a des abstentions, je pense. Ok. Mais en ligne aussi, pour l'instant, j'ai 80% de répondants. Je vais considérer que les gens qui souhaitaient voter ont voté. Donc, à 3, je mets fin au vote. 1, 2, 3, je mets fin au vote. Et je partage les résultats. Voilà. Donc, vous pouvez identifier que, comme dans la salle, en ligne, la majorité des présents, pour eux, la qualité de vie au travail, c'est pouvoir agir sur leur travail et son organisation. Voilà. Pour 25%, c'est des moments de convivialité en entreprise. Et il y a 6% qui répondent qu'ils ne savent pas. Alors, on espère que dans la suite de notre programme, on va vous aider à éclaircir un petit peu ce qu'est la qualité de vie au travail. Du coup, j'arrête le partage. Hop. Est-ce que vous avez bien à nouveau la diapo, la QVT, c'est quoi à l'écran? Donc, du coup, je poursuis. La première définition qu'on vous propose sur la qualité de vie au travail, c'est une définition ARACT des Pays de la Loire qui dit que la qualité de vie au travail, c'est bien vivre son travail, bien le faire collectivement et durablement. Donc, il y a au moins 4 notions dans cette définition. Vivre, faire collectivement et faire longtemps. Enfin, longtemps, durablement. Plutôt, c'est plus juste. C'est la première définition qu'on vous propose. La définition suivante, c'est une définition, on va dire, plus officielle, issue de l'accord national interprofessionnel sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail qui date de juin 2013, qui définit la qualité de vie au travail autour d'un champ d'action et d'une démarche. Le champ d'action, c'est sous un même intitulé
des actions qui vont permettre à la fois de concilier l'amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale pour les entreprises, qui est très en lien avec le titre de notre matinale aujourd'hui. Et autour de la démarche, la QVT est définie autour des conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail, leur capacité à s'exprimer et à agir sur celui-ci, qui va contribuer à leur perception de la qualité de vie au travail. Donc, on retrouve dans cette définition-là des éléments autour de la deuxième réponse de notre petit sondage tout à l'heure, pouvoir agir sur son travail et son organisation. Cette définition-là a été complétée par des éléments de l'accord national interprofessionnel, ce que Marie a appelé l'ANI tout à l'heure. On dit souvent un ANI plutôt qu'à chaque fois accord national interprofessionnel. En tout cas, celui-là, c'est celui de décembre 2020, qui parle plutôt cette fois de la qualité de vie et des conditions de travail. Donc, on a les partenaires sociaux ont fait le choix de rajouter le terme conditions de travail dans la définition pour ramener la notion de qualité de vie au travail autour vraiment du travail, centré sur le travail plus que sur les à côté du travail. Voilà, c'est une démarche qui peut prendre de multiples formes, en tout cas, qui doit être adaptée aux besoins et à la spécificité de chacune des entreprises. Dans les dimensions, ces démarches-là impliquent tous les acteurs de l'entreprise. Elles mobilisent fortement le dialogue social et le dialogue professionnel. Alors, ce qu'on appelle le dialogue professionnel, c'est toutes les occasions au quotidien de parler de son travail, du travail des autres, pour l'organiser, pour l'améliorer, pour définir de nouvelles procédures qui ne soient pas dans un cadre, on va dire, légal ou encadré par le dialogue social. Et une démarche comme celle-ci, elle est fondée sur un engagement volontaire et partagé des partenaires sociaux, des acteurs de l'entreprise, et elle contribue dans son mode de fonctionnement à un processus d'appropriation continue d'une démarche qui peut être mise en œuvre. Donc on voit que l'ANI 2013 va définir plutôt des éléments de contenu de la qualité de vie au travail, et l'ANI 2020 va plutôt définir des éléments de méthodo et des ingrédients nécessaires pour qu'une démarche soit mise en œuvre, on va dire en respectant des points clés sur la qualité de vie au travail. Oui, Marie, merci. Alors, la parole. La QVT, c'est quoi? C'est une démarche qui vise à conjuguer la performance de l'entreprise. Quand on dit performance de l'entreprise, c'est la productivité, ce sont les résultats également, et le bien-être des salariés. Donc le bien-être, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien vivre son travail, c'est venir avec envie, venir avec motivation, bien le faire un travail qui soit de qualité, efficace, performant, le faire collectivement, ça veut dire avec du dialogue, de la concertation, et le faire de façon durable en maintenant ou en développant son niveau de compétence et en préservant sa santé. Alors, quelles sont les sources de performance au travail? Il y a trois niveaux de sources. La première, c'est l'effort individuel. Donc, c'est l'énergie, la motivation que chaque salarié va mobiliser pour bien faire son travail. La seconde, c'est plutôt ce qui va tourner autour des compétences et de la formation, qui va permettre de s'adapter aux situations de travail, de développer de nouvelles compétences et de s'adapter aux nouvelles exigences du métier. La troisième source de performance, c'est aussi la coopération entre les salariés. C'est ces façons de se soutenir qui vont permettre d'ajuster et de réaliser le travail et d'avoir en fait ce qu'on appelle des gains d'efficience ou des gains d'efficacité. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir combiner ces trois sources de performance, ce qui va permettre d'agir sur le bien-être des salariés. Alors, si je poursuis. Donc, il y a trois niveaux. C'est, dans un premier temps, partir sur le fait que c'est une démarche qui est collective, c'est-à-dire qui va engager à la fois la direction, les salariés et éventuellement les représentants des différents métiers, si on est sur des structures qui sont un peu plus staffées. C'est aussi avoir une vision plus globale des thématiques et pouvoir rechercher des solutions qui vont convenir à chaque partie, donc qui sont un peu plus équilibrées, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller rechercher qu'une performance économique ou qu'une performance sociale, mais qui vont faire en sorte de combiner les deux pour pouvoir trouver des solutions qui soient équilibrées.
C'est aussi une démarche collective qui a pour objectif d'améliorer la qualité des produits, la qualité des services, d'améliorer la performance de l'entreprise et d'améliorer les conditions de travail. Le deuxième volet, c'est que c'est une démarche qui est spécifique à votre environnement de travail. Comme on vient d'indiquer, c'est en lien avec les directions d'entreprise, les métiers, les représentants métiers. Donc, c'est fortement lié à l'organisation de chaque structure. Donc, ça pourrait être tentant de vouloir reproduire ce que certains ont fait en termes de démarche qualité de vie au travail. Ça peut être intéressant de s'en inspirer, mais ça ne va pas être possible de plaquer une démarche QVT d'une structure sur une autre. Parce qu'il y a des enjeux qui vont être locaux, il y a une situation personnelle qui est organisée. Parce que ça va être vraiment la possibilité d'agir sur l'organisation du travail en considérant la stratégie d'entreprise, la planification de l'activité. Peut-être que pour certains secteurs, et je pense notamment à vous, il y a une charge de travail qui est peut-être plus importante à certaines périodes de l'année. Donc, c'est aussi pouvoir considérer ces différents éléments. Et c'est surtout une démarche qui est centrée sur le travail. En tout cas, nous, c'est l'approche qu'on en a et la façon de travailler. C'est-à-dire que de notre côté, c'est pas globalement, de façon très schématique, ce que je veux dire, mais c'est pas les crèches et c'est pas les garderies. Une démarche QVT, ça va se construire au plus près du terrain et des situations de travail. Qu'est-ce qui fait qu'on va être plus efficace? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas efficace? Qu'est-ce qui nous pose en fait problème dans le quotidien? Donc, c'est parler des dysfonctionnements. C'est venir aussi évoquer des innovations possibles. Donc, une démarche QVT, c'est aussi vecteur d'innovation. Donc, c'est s'interroger sur la boîte à outils des salariés. Donc, quand on dit boîte à outils, c'est effectivement le matériel, mais c'est tout ce qui est autour. C'est l'accès à la formation, c'est la coopération, c'est le soutien des équipes qui vont permettre à un moment donné de faciliter le travail. C'est ce qui va aussi provoquer l'épanouissement professionnel. Donc, une démarche qualité de vie au travail, c'est très sérieux, c'est très concret, ça s'applique sur le travail et ça à construire en fait en concertation. Pour reprendre un petit peu ce que vient de dire Marie, on vous propose cette petite diapo qui reprend les 3 principes incontournables de la qualité de vie au travail. Le premier point en bleu marine, c'est décloisonner et construire autrement. C'est ce que disait Marie tout à l'heure. On ne prend pas en compte seulement le point de vue économique, on ne prend pas seulement en compte le point de vue technique ou le point de vue social, mais on prend bien en compte ces 3 points de vue-là à minima. Après, vous pouvez découper autrement. Pour avoir un effet de prise en compte de l'ensemble du système. Le deuxième point, c'est parler du travail. On a vu des éléments de définition autour de pouvoir agir sur son travail, pouvoir agir sur son organisation. Mais pour pouvoir faire ça, il faut pouvoir échanger sur le travail du quotidien, ce qui est facile, ce qui est difficile, ce qui pourrait être amélioré et comment. Donc, c'est mettre en place et faire vivre des espaces dans lesquels on peut discuter, arbitrer et élaborer de nouvelles manières ou de manières un peu différentes de faire son travail. Et puis, c'est expérimenter, communiquer à tous les niveaux. Donc, il y a différents types d'acteurs qui sont engagés. La direction, les salariés, les représentants salariés, quand il y en a, parce que je pense que vous êtes pour partie des petites entreprises où il n'y a pas nécessairement de représentants du personnel, mais les avis du terrain sont pris en compte et les nouvelles manières de faire, on les teste sur le terrain avant de les adopter ad vitam. On les teste, si c'est efficace, on les garde, si ce n'est pas efficace, on cherche à nouveau une autre manière de faire. Alors, sur quel champ porte la qualité de vie au travail? Là, vous avez ce qu'on appelle, nous, la marguerite ou la fleur QVT, qui reprend beaucoup de domaines que vous connaissez dans l'entreprise, qui vont se décliner plus ou moins différemment selon l'entreprise, sa taille, son activité. Je peux reprendre les termes des pétales. Donc, vous avez le contenu du travail avec tout ce qui touche la clarté du travail, l'autonomie, les moyens pour réaliser le travail, la clarté des consignes, la gestion de l'activité, la répartition de la charge de travail. Vous avez tout ce qui tourne autour de la santé au travail. Donc, c'est déjà la prise en compte de la santé, mais c'est aussi les éléments autour de la diffusion, l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels, c'est la mise en œuvre de plans d'action de prévention de l'exposition aux risques professionnels,
c'est la prise en compte des risques psychosociaux, des troubles musculo-squelettiques, etc. Vous avez des éléments qui sont autour des compétences et des parcours professionnels. Donc, ça touche l'intégration des salariés entrants, les entretiens individuels pour les salariés qui sont déjà présents, la gestion des compétences, le plan de formation, l'utilisation et la mobilisation de dispositifs externes qui peuvent permettre d'évoluer dans l'entreprise ou dans un ensemble d'entreprises. On est bien d'accord que la question de la gestion des compétences ou des parcours professionnels, quand on est dans une entreprise de 500 salariés ou de 4 salariés, les questions ne se traitent pas exactement de la même façon. Mais on peut toujours faire quelque chose dans ce champ-là. Il y a des choses qui sont autour de l'égalité professionnelle pour tous, la conciliation vie pro, vie perso, des aménagements d'horaires, l'usage d'outils de communication, la question directement égalité homme-femme, la question de la pyramide des âges ou la question de la prise en compte des handicaps, des éléments autour du management participatif et de l'engagement. Voilà, quelle est la stratégie de l'entreprise, son projet, est-ce que les rôles des uns et des autres sont clairs, est-ce que les procédures de travail sont diffusées, est-ce qu'on a des temps d'échange sur le travail, quelle est la politique de rémunération, est-ce qu'il y a une information régulière sur les changements, etc. Et enfin, le dernier champ, les relations au travail et le climat social. Donc là, c'est bien les relations interpersonnelles, mais c'est aussi les relations dans le champ du dialogue social. C'est l'organisation de réunions, la diffusion de supports, le rôle des instances représentatives du personnel. Ça peut être aussi les événements conviviaux, les lieux de pause. Donc, vous voyez que voilà, le champ est très large sur lesquels on peut contribuer à la qualité de vie au travail. Alors, mettre en place une démarche qualité de vie au travail, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'y met? Et pour aboutir à quoi? Alors, au départ, on pense qu'il faut répondre à 3 enjeux. 3 enjeux autour du travail, enfin, un enjeu autour du travail, pardon, un enjeu autour des questions sociétales et un enjeu autour des questions du marché, voilà, pour aboutir à la performance globale. L'enjeu, ce qu'on appelle nous l'enjeu travail, c'est tout ce qui va toucher à l'organisation et au sens du travail. En gros, quand je me lance dans une démarche QVT, qu'est-ce que je mets en jeu ou qu'est-ce que j'ai à gagner dans le registre de l'organisation et du sens du travail? Quand je me lance dans une démarche QVT, qu'est-ce que j'ai à gagner sur le point société, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à gagner ou où je veux aller pour ce qui touche les populations au travail et pour les questions de marché, qu'est-ce que j'ai à gagner ou où je veux aller pardon, pour tout ce qui touche à l'économie et les résultats de mon entreprise. Donc, on retrouve ce qu'on présentait tout à l'heure dans les éléments de définition, un point de vue qui est partagé sur différents critères pour contribuer à la performance et au bien-être de l'entreprise et au bien-être des salariés. Après ces petits éléments de définition, je vous propose le 3e sondage que je lance tout de suite. Ça y est. Donc, je pose la question, enfin avec Marie, on pose la question, la démarche QVT et vous? Petit A, je me suis déjà lancé, c'est en projet, je ne suis pas concernée ou c'est un sujet dans le cadre de ma formation. Donc, en ligne, vous avez déjà commencé à répondre, vous pouvez continuer. Marie, si tu veux poser la question à la salle. Je poursuis. Alors, on va faire de la même façon, un vote à main levée. Alors, pour la première réponse, la démarche QVT, je me suis déjà lancée. Est-ce que dans la salle, vous pouvez lever la main pour ceux qui ont déjà lancé une démarche QVT? Je vois un bras levé. Non, je fais une interprétation directe. 2. 2. OK, très bien. Démarche QVT, c'est un projet. 1. Une personne. Très bien. La démarche QVT, je ne me sens pas concernée. Je ne suis pas concernée. Il n'y en a pas forcément. Non. Non.
Et la démarche QVT, c'est un sujet dans le cadre de ma formation. La majorité. D'accord, ok. Je vous remercie. Alors, en ligne, je vais considérer à nouveau que les personnes ont répondu. Ah, non, ça bouge encore un petit peu. Donc, quelques secondes pour les derniers votants. À 3, je mets fin au vote. 1, 2 et 3. Ah, ça a encore bougé. Ça bouge encore. Alors, désolé, parce que je dis que je vais arrêter, mais allez, je compte à 3. À 3, j'arrête. 1, 2, 3. J'ai mis fin au vote et je vous partage les résultats. Alors, on voit que la majorité des répondants en ligne, alors, pour eux, c'est un sujet dans le cadre de leur formation, donc 35% des votants. Ensuite, pour 29% des votants, c'est un projet de mettre en œuvre une démarche QVT. On a 18% qui se sont déjà lancés, c'est-à-dire 3 personnes sur 17 votants. Et il y a 18% aussi qui ne sont pas directement concernés par la mise en œuvre d'une démarche QVT. Parfait, merci Elisabeth. Donc, c'est plutôt en phase avec ce qu'on a vu. Aussi, je vois, en priorité, c'est un sujet dans le cadre de ma formation, c'était aussi la majorité dans la salle, en tout cas. Très bien, merci. Alors, on va poursuivre avec les témoignages de Monsieur le maire. Donc, juste voilà, en quelques mots, pouvoir vous présenter la structure. Donc, l'entreprise ICEDAPT qui a été accompagnée pour une partie par l'ARACT des Pays de la Loire et notamment notre collègue Léna. Donc, ICEDAPT, ça regroupe 12 salariés et 3 associés. Donc, c'est une entreprise qui aide à créer des parcours de formation à distance, des modules e-learning, des tutoriels, etc. Donc, c'est une entreprise qui existe depuis une trentaine d'années, qui est basée en Anjou, à Saint-Barthélemy d'Anjou. Et donc, les clients, comme l'indiquait Monsieur le maire précédemment, ils sont basés majoritairement à Paris. C'est plutôt des sièges de grandes entreprises, donc plutôt secteur banque, assurance. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a le privilège d'avoir un témoignage d'une entreprise. Je pense que c'est intéressant et que vous aurez probablement des questions. On va vous demander plutôt de les noter dans le chat et puis les réserver à la fin pour la salle. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir vous présenter un témoignage d'une entreprise qui a initié un projet de mise en place d'horaires variables qui répondait à une demande de salariés. Voilà, c'était il y a déjà 2 ans, un petit peu plus. Donc, voilà, Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions? Voilà, pourquoi vous vous êtes lancé dans ce type de projet? Comment vous y êtes pris de façon très concrète? Les bénéfices que vous avez pu mesurer, et puis on parlera aussi un peu plus de la suite. Je vous laisse le micro. Merci Marie, merci Elisabeth pour la présentation. Tout le monde m'entend bien? Bien. Bon, parfait. La présentation de la société a été faite. Petite précision, on n'intervient pas que sur Paris. Alors, les sièges principaux sont sur Paris, mais il y a des sièges régionaux pour toutes les structures mutualistes normalement. Et nous sommes un peu plus que 12 salariés puisque nous avons le bénéfice de recruter en ce moment, même si c'est un petit peu compliqué. Bonjour à tous. Alors, on était parti sur la notion d'horaire variable suite à des demandes des salariés qui souhaitaient avoir au départ un petit peu plus de souplesse le matin ou le soir pour notamment, pour certains, gérer les enfants, les dépôts des enfants à l'école, et puis pour d'autres, parce qu'ils étaient plus du matin ou plus du soir. Donc la demande initiale, c'était d'avoir un battement d'une demi-heure. Donc on s'est saisi du sujet pour essayer de l'englober dans une demande plus large. Certes, il y a ce battement éventuel d'une demi-heure, mais peut-être aussi on peut gérer la saisonnalité de l'activité. Alors, on a une activité moins saisonnière que la vôtre, mais on est soumis notamment à la loi de finances qui arrive en fin d'année et qui a un impact très fort sur nos productions, donc un rush important de début novembre à fin janvier à peu près.
Pour se structurer, en fait, on a créé un groupe de travail qui existe toujours, qui est le groupe QET maintenant, qu'on n'appelait pas encore à cette époque comme ça, on l'appelait groupe de travail. Et ce groupe était constitué, et est toujours constitué d'un représentant de chaque pôle chez nous et de personnes qui avaient envie de participer à l'aventure. Et afin de structurer la démarche et d'être moins présent, pour ma part, dans cette démarche et donc de moins influencer les salariés, on a demandé à l'ARAC de nous accompagner. Et donc, c'est ce qui s'est passé il y a presque 3 ans maintenant, pour structurer les échanges. L'objectif, c'était aussi que moi, en tant que dirigeant, je me mette en retrait du groupe pour pas influencer les débats et permettre justement les échanges les plus ouverts possibles entre les salariés et avec la personne qui représentait la RAT. Donc, il y a eu toute la définition des activités, des missions, ça a été un peu évoqué, la démarche. Et à la fin de cette démarche-là, ou dans une première étape, il y a eu une première proposition de la part des salariés qui allait bien au-delà en fait, de ce qu'on avait évoqué, sur en fait, avoir une gestion plus importante des horaires de l'entreprise. Donc, on a écouté ces horaires et l'idée, c'était de permettre à chacun d'équilibrer leur vie personnelle et leur vie professionnelle, leur façon de vivre, tout en étant très vigilant sur le collectif de l'entreprise. Et j'ai bien noté centré sur le travail de l'entreprise. À un moment, il a été précisé ça. On travaille bien sur le travail de l'entreprise et non pas sur la convivialité. L'idée, c'était pas de mettre un baby-foot en place, même si ça peut être intéressant. C'était bien de travailler sur l'organisation du travail. Ils se sont mis beaucoup de freins aussi, de façon plus surprenante. En fait, nous, on pouvait aller, en tant qu'associés, on pouvait aller beaucoup plus loin que ça. Et les salariés se sont autogérés et ont mis beaucoup plus de freins à leurs envies que ce qu'on pouvait imaginer. Donc, on a établi un protocole avec les salariés qui a défini de façon très simplifiée les choses suivantes. C'est des horaires fixes du lundi au jeudi. Donc, l'obligation pour tous d'être à l'entreprise de 10h à 12h et de 14h à 16h. Et pour le vendredi, de 10h à 12h. Le reste étant complètement variable, en suivant bien sûr le droit du travail, c'est-à-dire pas plus de X heures par semaine, alors 10 heures normalement par jour, pardon. Nous, on a descendu à 9 heures pour assurer quand même le bien-être de chacun et éviter la fatigue. Et l'obligation sur un mois de faire le temps défini par le contrat de travail. Sur ce mois-là, ils ont la possibilité de gérer leur temps comme ils veulent. Donc voilà où cet accord nous a amenés, et ça fait 3 ans que c'est en place, et on peut constater qu'il y a un effet particulièrement positif. Positif sur le bien-être de tout le monde, et positif sur la productivité. On a pu gérer les périodes de rush beaucoup plus facilement et les contraintes personnelles ou les envies personnelles, ça pouvait être du sport le midi, ça pouvait être d'autres choses, beaucoup plus facilement, ce qui a permis à chacun d'être moins stressé, d'être plus en forme, d'avoir plus d'envie de travailler. Donc, on a pu vraiment constater moins de stress, plus de productivité, donc une démarche très encourageante. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des réactions sur ce premier volet avec la salle ou dans le chat? C'est les premières questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, mais en même temps, on n'a pas passé la consigne que les gens pouvaient poser des questions dans le chat au fil de l'eau. Donc, si vous souhaitez, allez-y. Mais peut-être que dans la salle, il y a des questions. Alors, en visuel comme ça, pour nous, c'est compliqué d'identifier s'il y a des questions. Donc, allez-y, il y a des questions dans la salle. Moi, j'aimerais savoir combien de temps a duré la démarche de mise en place de ce changement d'horaire et la discussion avec les salariés dans l'entreprise. Alors, j'ai pas tout entendu, mais il me semble, pour résumer, c'est combien de temps a duré la démarche et comment s'est passé le temps de discussion, c'est ça? C'est ça. Alors, la démarche s'est faite en 2 mois, avec 4 ateliers d'environ 2 heures.
et la rédaction d'un protocole qui a duré quelques jours, en fait, d'une proposition de protocole que chacun peut consulter pour bien vérifier qu'il est dans le cadre du protocole. Donc, en 2 mois, c'était en place. Ça répond à votre question? Oui, merci. Et du coup, une fois après les 2 mois passés, ça a été la mise en place, s'est faite tout de suite correctement ou il y a eu un temps d'adaptation? Alors, on a eu un temps d'adaptation plus technique, puisque pour simplifier la démarche, on a mis en place, et c'était les propos que j'allais tenir par la suite, mais c'est très bien, on va pouvoir anticiper, on a mis en place une badgeuse. Alors, dans une petite entreprise comme la nôtre, ça peut paraître surprenant, mais ça nous a simplifié en fait le travail. Donc, on a eu le temps technique de la compréhension, de la mise en place de la badgeuse, de la compréhension par tous du logiciel de badgeuse, puisque chacun sur son poste de travail peut suivre en fait ses horaires. Et on a notre responsable administrative qui va aussi alerter les personnes quand ils ont soit trop travaillé, soit pas assez travaillé. Et au départ, il y a eu une période de flottement, enfin d'adaptation, je dirais, de 2 mois, qui est plus liée à l'approche technique de la badgeuse qu'autre chose. Donc ça s'est fait très vite. Merci. Les autres questions? Oui. Est-ce que Pas c'est de un question. argument pour recruter du monde? Est-ce que c'est un argument lorsque vous recrutez du personnel du monde, dire votre équipe? Alors, est-ce que c'est un argument lorsqu'on recrute? Oui, oui, oui. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien, puisqu'on a vraiment, alors de plus en plus, une population jeune qui a une vision du travail qui doit être équilibrée entre le travail et la vie personnelle. Et donc, certains souhaitent pouvoir gérer son temps. On a beaucoup de personnes, notamment, qui prennent tout le vendredi après-midi pour partir en week-end, d'autres qui souhaitent faire du sport le matin ou le midi, d'autres qui ont besoin de déposer leurs enfants. Donc souvent, oui, oui, c'est un argument supplémentaire pour le recrutement. Et ça fonctionne bien. Et est-ce que vous communiquez particulièrement là-dessus ou pas? Auprès des salariés ou à l'extérieur? Extérieur. Non, on ne communique pas, ou peu, même dans le cadre de nos recrutements. Alors, c'est des sociétés de recrutement qui recrutent pour nous, donc lors des échanges qu'ils ont avec les candidats, ils peuvent le mettre en avant, mais non, on ne communique pas assez, peu. Alors, si, la RAC a communiqué un peu, mais non, on ne communique pas assez. Ce serait effectivement un sujet à appréhender un peu mieux. Oui, une question dans la salle. Et en termes de retombées économiques, on voyait tout à l'heure dans la présentation que ça faisait partie des éléments de la QVT, de prendre en compte la partie production ou partie économique. J'ai bien compris que ce n'était pas l'idée de départ, mais est-ce que vous avez vu des retombées, des gens plus investis, des gens qui passent moins de temps dans leur tâches, ou d'autres retombées que juste la souplesse horaire? Alors, c'est ce que j'ai évoqué en termes de productivité, c'est très positif puisqu'on peut mesurer par rapport au délai de livraison qu'on avait habituellement. On a gagné 8 jours de délai de livraison sur les mises à jour, notamment liées à la loi de finances. Pourquoi? Parce que les personnes ont pu se consacrer plus pendant les périodes de rush et se poser plus avant ou après. Et donc, moins de stress, plus d'efficacité. Donc, oui, en termes de productivité, en termes de gains économiques, on a livré nos clients plus tôt, donc plus de satisfaction clientèle et plus de contrats, puisque plus on livre tôt dans nos métiers, mieux c'est. De façon très concrète, la période de rush, elle s'étale sur quelle période? Est-ce que vous pouvez… Elle s'étale du 1er novembre au 30 janvier. Sur 3 mois. Donc, la possibilité, dans cette période de rush, pour les personnes concernées, de décaler, de faire plus d'heures et de prendre, à partir de début février, soit des congés, soit de travailler moins sur 2 mois. Alors que dans les autres périodes de non-rush, ils doivent régulariser leur temps de travail sur le mois. Et est-ce qu'il y a un planning, un délai de prévenance pour être sûr d'avoir toujours un peu quelqu'un pour répondre s'il y a un de vos clients? Enfin, en fait, c'est le taux de satisfaction de vos clients à vous. S'ils appellent et qu'il n'y a personne qui répond.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. En fait, il y a une permanence. Dans le contrat, dans le protocole qu'on a mis en place, il y a une permanence pour l'accueil téléphonique qui n'est pas soumis aux horaires variables. Les deux personnes qui font cette permanence, une semaine vont faire des horaires variables et l'autre semaine, non. Okay. Et en termes d'effectifs, vos salariés, on est d'accord que ce sont tous des salariés permanents? C'est des salariés permanents. Nous sommes 14 aujourd'hui, 14 permanents. Même en période de rush, il n'y a pas d'effectifs supplémentaires qui viennent se rajouter à l'équipe. On a un contrat d'intérim qui vient nous soutenir pour les éditions et les imprimeurs, mais sur une période de 2 mois. Et la personne n'est pas soumise aux horaires variables puisque n'est pas salariée de l'entreprise. J'ai une question, est-ce que vous intégrez le télétravail? Alors, je vous entends pas du tout, là, par contre. Est-ce que vous intégrez le télétravail dans cette organisation? Ah, je pense que c'était le sujet qui allait être évoqué par la suite. En fait, depuis cette mise en place du groupe QVT, en fait, ils se sont saisis de plein de sujets, dont le télétravail, et tout le monde avait été formé au télétravail par une structure spécifique une semaine avant la crise du Covid et avant cette période complètement fermée que nous avons connue en 2020. Donc, tout le monde avait été formé au télétravail et on devait faire la mise en place le jour où on a tous été confinés. Donc, c'est également eux qui se sont saisis du télétravail et qui ont mis leurs propres freins. Nous, on était plus ouverts. J'étais plus ouvert à des temps de télétravail plus importants. Et non, ils se sont mis leurs propres freins. Donc oui, ça aboutit au télétravail aussi. Bon, un peu forcé par la suite, mais en tout cas, c'est toujours en place aujourd'hui. Ça sera toujours en place dans les mois et les années à venir. Donc, ça veut dire que votre système de badgeuse, il est applicable aussi en télétravail? Il est applicable à distance. Et du coup, vous faites comment pour être sûr que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui sont des permanences? Est-ce que les demandes, excusez-moi, j'entends vraiment pas là. Comment vous faites pour vous assurer que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui s'occupent de la permanence, que les roulements, qu'on ne chevauche pas sur les vacances, des choses comme ça, que ce soit toujours les mêmes qui bénéficient des meilleurs bénéfices de ce système? Alors en fait, c'est les personnes entre elles qui s'organisent et qui nous proposent un planning et on valide le planning. Donc là, c'est simple puisque c'est une semaine sur 2 en fait que les personnes qui sont de permanence et donc pas soumis aux horaires variables gèrent leur emploi du temps et je valide leur emploi du temps. Donc, et comme je l'évoquais, il y a des plages fixes obligatoires pour tous. Donc 10h, 12h, 14h, 16h, tout le monde doit être joignable à tout moment ou présent dans l'entreprise à tout moment. Est-ce que ça répond à votre question puisque j'en ai entendu qu'une partie? Oui, c'est bon, merci. Il y a d'autres questions en ligne peut-être? Non. Comment vous gérez le durablement? C'est-à-dire que comment vous relancez cette dynamique QVT ou vous arrêtez à cette gestion d'horaire? Ah non, en fait, il y a un groupe QVT qui est autonome et qui se saisit en fait de différents sujets. Donc, on a eu les horaires variables, on a eu le télétravail et en ce moment, ils travaillent notamment sur la convivialité. Comment améliorer la convivialité, comment améliorer le collectif en période de télétravail. Et le dernier sujet, là, c'est est-ce qu'on ferme encore ou pas l'été? D'accord. Vous pouvez peut-être préciser sur les congés d'été, justement, aujourd'hui, comment vous fonctionnez et quelles sont les réflexions qui sont menées? Aujourd'hui, on a 5 semaines de congés comme le droit du travail et on ferme l'entreprise 3 semaines. Donc, des congés imposés pour tous, 3 semaines l'été. Et certains salariés ont émis le souhait d'avoir un peu plus de souplesse sur la prise des congés. Et donc, on a soumis cette idée-là au groupe QVT. Enfin, le QVT nous a soumis aussi ce sujet-là. Ça a été croisé sur ce sujet-là. Et ils viennent de finaliser leur travail. Et en fait, pareil, ils se sont beaucoup restreints. En fait, on pensait qu'on allait ouvrir l'entreprise tout le mois d'août et avec comme objectif d'assurer la continuité en fait de l'ensemble des pôles pour assurer la qualité de la relation client et de la production. Et en fait, ils ont décidé de fermer l'entreprise que 2 semaines au lieu de 3 semaines pour y aller doucement. On a un principe, et ça a été évoqué, nous on l'appelle test and learn. On teste, on apprend, on teste, on apprend, on s'adapte.
quand vous dites que là, le groupe QVT s'est ressaisi d'une opportunité et d'un sujet, est-ce que dans ces cas-là, vous faites encore appel à l'ARACT ou est-ce qu'ils sont autonomes et ils débrouillent? Alors, on a fait appel à l'ARAC il n'y a pas très longtemps pour justement structurer la démarche QVT chez nous, puisque les personnes membres de la QVT s'interrogeaient beaucoup, c'est est-ce qu'on doit prendre en compte l'individu et son bien-être ou le collectif? Et ils avaient tendance à s'inquiéter pour chaque individu, à avoir presque un rôle de médecin du travail ou de psychologue du travail pour chaque individu. Et je leur disais, attention, ça vous met en danger, vous, et c'est pas leur rôle. Le rôle, c'est de travailler sur le travail pour qu'on soit tous dans le bien-être au travail, et que ça serve l'entreprise et le collectif. Et ils étaient un peu perdus dans la structure, dans la démarche, donc on a fait appel à l'ARACT pour repréciser les points. Et ça les a soulagés de dire, oh, on n'est pas responsable de l'individu en tant que tel, mais du collectif et de l'entreprise, tout en travaillant sur la qualité de vie au travail. Et donc là, on a acheté auprès de l'ARACT un jeu de société qui permet de prioriser les actions notamment, qui est très bien, que je conseille particulièrement. Et donc voilà, ils ont un plan un projet, enfin en tout cas de différents travaux qui est bien structuré maintenant. Et ça les a soulagés parce que je les sentais très inquiets de se dire, mais si une personne ne va pas bien, il faut que nous, on puisse aller la voir pour dire ce qu'elle doit faire et tout ça. Je dis, c'est pas votre rôle. Vous n'êtes pas formé pour ça et puis c'est pas votre rôle. Et l'ARACT l'a appuyé, l'a bien précisé. On est bien dans le cadre du travail et d'assurer la qualité de vie au travail, c'est de donner les conditions nécessaires aux salariés pour bien vivre leur travail et que les salariés puissent aussi travailler dans le sens de l'entreprise. Effectivement. Pour compléter, c'est vrai que les enjeux, c'est de préserver le collectif de travail, l'outil de travail en fait. Et après, juste pour compléter, on n'a pas vocation à intervenir de façon permanente auprès des structures. L'ARACT des Pays de la Loire, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on est 10 personnes. Concrètement, on est 6 chargés de mission à aller auprès des entreprises. Donc, nous, la façon d'intervenir, c'est effectivement de faire un appui avec une structure, mais de la rendre autonome pour que par la suite, elle puisse faire seule. On n'a pas vocation à accompagner toutes les TPE et les PME de la région des Pays de la Loire parce qu'on ne s'en sortirait pas. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que chacune, par la suite, soit indépendante. Donc, on peut ponctuellement revenir quand il y a besoin de redonner des éléments de cadrage, mais ce n'est pas du tout notre enjeu, en tout cas. Il y a une question dans la salle. Oui. Du coup, sur une structure de 14 personnes, ce groupe QVT, il est constitué de combien de personnes? 4 personnes. Et peut-être donner leurs fonctions, comment c'est organisé? 4 permanents, en fait. Alors, 4 permanents, mais qui peuvent, sur des sujets, demander à un autre salarié de venir contribuer. En fait, c'est en gros les gestionnaires du projet QVT, mais chacun peut y contribuer. Et ils ont fait différents questionnaires pour voir les axes d'amélioration possibles au sein de l'entreprise en termes de QVT. Et une autre personne issue du projet, enfin du groupe projet, est intervenue. Donc, nous avons une assistante administrative, un graphiste designer, une assistante comptable et un rédacteur juridique. Et jusqu'à présent, ces 4 personnes étaient fixes ou c'est des gens qui vont et qui viennent dans ce groupe? Non, pour le moment, c'est fixe. Et alors, du coup, vous leur allouez du temps, dans leur emploi du temps pour le sujet QVT ou à leur demande, ils en prennent? Comment ça s'organise? Gérer aussi, en fait. On a mis en place une démarche agile en avril 2021 qui a notamment essayé de travailler sur le collectif et sur les sujets transverses afin de décloisonner les pôles. Et 20% de leur activité est dédiée aux sujets transverses, dont la QVT. Alors, il y a plein d'autres choses, il y a la RSE, il y a plein d'autres choses, mais dont la QVT. Est-ce que ça a changé des méthodes de travail, des besoins nouveaux d'information et la relation client? Alors, la relation client peut, puisque 90% des effectifs ne sont pas en relation client. C'est essentiellement 3 personnes, 2 associés, dont moi et un chargé d'affaires. Donc, ça n'a pas changé grand-chose sur la relation client. Ça a changé des choses sur l'organisation du travail. On est plus processé maintenant. En fait, ils se sont auto-processés.
Ils ont établi des règles plus importantes pour créer du collectif lorsqu'il n'y avait plus de collectif. Avec des obligations de se réunir tous, par exemple, le vendredi à 11 h, soit à distance, soit physiquement, et l'obligation de se réunir tous une fois par mois physiquement. Donc, il y a eu des organisations du travail différentes et des gestions de planning. On n'était pas des professionnels de la gestion de planning des personnes, et maintenant, on a été beaucoup plus strict. Enfin, les responsables de pôle ont été plus stricts, nous, on n'a rien imposé dans la gestion des plannings de chacun. Et en besoin en formation, ça a donné des besoins en formation? Besoin en formation sur le groupe QVT, oui, sur la sécurité des personnes, des choses comme ça, puisqu'on s'est aperçu que s'il y avait un souci personnel physique de quelqu'un dans l'entreprise, on n'était pas formé. Besoin de formation sur d'autres sujets comme la RSE, oui, mais des sujets très transverses. Des besoins de formation pas spécifiques au métier, mais plutôt transverses. Vous êtes dans la gestion du temps ou gestion des priorités? Gestion des priorités, on a été formé dans la méthode agile. Depuis avril 2021, on est accompagné sur ce sujet. Donc, effectivement, il y a le pan gestion des priorités. Vous, en tant que dirigeant, pour votre qualité de vie au travail, ça a changé quoi? Alors, de voir tous les salariés beaucoup plus zen, ça m'a aussi rendu plus zen. Très honnêtement, j'avais toujours une petite angoisse sur la période de novembre à janvier parce qu'on a des collaborateurs qui sont très investis, mais je voyais leur physique se dégrader avec le temps sur cette période-là parce qu'il y a une charge de stress importante qui se met eux-mêmes, hein, mais une charge de travail aussi très importante. Donc, ça m'a aussi soulagé de les voir bien et moins fatigués. Ça m'a obligé aussi d'accepter que je ne vois pas tout le monde tout le temps, au même moment. Et au départ, j'aimais bien voir tout le monde. J'arrive dans l'entreprise où je suis déjà dans l'entreprise, j'accueille tout le monde, je trouve ça très sympa. Je dis bonjour à tout le monde. Et là, je ne sais plus qui vient quand, mais c'est pas grave. Et en plus le télétravail. Et en fait, j'ai été obligé de faire un effort sur ma capacité à responsabiliser chacun et à être convaincu de l'autonomie de tous. Même si c'était un vœu de ma part, il a fallu que j'accepte beaucoup plus rapidement. Et c'est maintenant un confort terrible puisque je n'ai aucune inquiétude sur leur engagement. Et au contraire, hein, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'engagement sur la marque entreprise qu'auparavant, où on était beaucoup plus traditionnel dans notre approche managériale. Donc, il y a vraiment un engagement fort maintenant pour l'entreprise et un collectif très important, ce que je n'avais pas avant. Donc, 80% de cette démarche est très positif pour moi parce que ça m'a soulagé et j'ai l'impression d'avoir moins besoin de m'appliquer. Et vous avez gagné en souplesse, vous aussi, sur les horaires? Non. Ni sur le télétravail. Alors moi, je suis beaucoup sur Paris, donc je suis un peu atypique, mais non, c'est pas mieux. C'est pas mieux, mais c'est pas lié en fait aux horaires variables. Moi, je suis pas salarié, ça n'a rien à voir. Je devrais peut-être l'imposer beaucoup plus, effectivement. Vous venez de dire 80% c'est bénéfique, et du coup, les 20%, c'est quoi? C'est la part de stress de plus voir les personnes et de les avoir moins en collectif ensemble. En fait, je me dis que le point de vigilance qu'on doit avoir maintenant, c'est comment favoriser les temps collectifs et cette appartenance à l'entreprise, elle est effective, mais il faut qu'on puisse la cultiver en collectif. Et les horaires variables, plus le distanciel, accentue la difficulté sur ce point-là. C'est vraiment mon point de vigilance. Mmh. Alors, il n'y a toujours pas d'autres questions sur le chat. La salle a bien participé. Très bien.
On va pas mettre en concurrence, hein. Mais il y a eu pas mal d'échanges. C'est vrai que je pense que ça fait déjà bien 25 minutes qu'on est à échanger autour de l'entreprise ICEDAP. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut poursuivre éventuellement. Il y aura peut-être d'autres questions qui viendront après, donc on peut poursuivre et puis Ouais. d'autres questions qui viendront après. Alors, une dernière question peut-être dans le chat. Quel est le coût d'une telle démarche? Y a-t-il des accompagnements financiers? Monsieur le maire, je vous laisse. Alors, je suis très mauvais en accompagnement financier, en recherche d'accompagnement financier, donc il en existe peut-être. Je ne sais absolument pas. Le coût de la RACT est quasi neutre, hein, donc il n'y a pas de coût. C'est du temps salarié, et encore, c'est du temps, c'est 4 fois 2 heures sur un mois. Non, il n'y a pas de coût. Ah si, la mise en place de la badgeuse et du logiciel, Voilà. c'est tout. Donc, effectivement, l'accompagnement de la RACT, il est gratuit pour les structures TPE-PME de la région des Pays de la Loire. On reviendra dessus un peu plus tard. Bon, on poursuit dans ce cas-là. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour avoir partagé en toute humilité, en toute sincérité, voilà, le chemin par lequel vous êtes passé avec votre équipe. Je pense que c'est précieux pour nos participants ce matin et puis pour nous aussi. C'est toujours bien d'avoir le retour. Merci. Merci. Voilà. Alors maintenant qu'on a eu un joli témoignage d'entreprise qui a mis en œuvre une démarche QVT, on va vous présenter un petit peu les différentes étapes méthodologiques de la démarche. Donc là, vous voyez tout de suite que ça se déroule en 4 étapes. La première étape, c'est une étape de cadrage dans laquelle on va définir un cadre et le processus par lequel on va passer. Et il s'agit bien là de poser ça avec un système d'acteurs. La deuxième étape, c'est une étape de diagnostic. On va aller analyser ou identifier le travail réel, définir un cahier des charges, identifier les sujets prioritaires. En tout cas, on va commencer à parler du travail. Ensuite, il y a l'étape d'expérimentation. C'est-à-dire qu'on a choisi un sujet prioritaire, hein, on va aller bien le décortiquer, l'analyser et élaborer de nouvelles manières de faire. Et ensuite, ces nouvelles manières de faire qu'on a élaborées, eh ben, on va les tester et on va les ajuster. Et enfin, donc ça, c'est l'étape d'expérimentation. C'est un des moments dont vous avez parlé, monsieur le maire, vous avez parlé test and learn. Donc, on va tester et tirer des enseignements de ce qu'on teste. Voilà, on est exactement dans l'expérimentation. Et puis, une fois que cette expérimentation, on considère qu'elle est efficace, qu'on a ajusté, eh bien, on rentre dans l'étape de pérennisation qui, éventuellement, selon les sujets, permet le déploiement, le transfert. Alors là, sur une équipe de 12 à 14 salariés, je pense que le déploiement, il s'est fait en même temps que l'expérimentation. Mais dans certains cas de figure, on va d'abord tester, je ne sais pas moi, s'il y a plusieurs sites sur un site, et puis quand c'est efficace sur un site, on va le déployer, peut-être pas à l'identique sur tous les sites, mais on va le déployer sur les autres sites en faisant des ajustements spécifiques à chacun des sites. Voilà les 4 étapes de la démarche. Maintenant, on zoome sur chacune de ces étapes. L'étape de cadrage, il s'agit de définir quels sont les enjeux de l'entreprise ou de la structure pour se lancer dans une démarche QVT. On l'a évoqué tout à l'heure dans les éléments de définition. On va aussi partager un certain nombre de points de vue, de connaissances, de vocabulaire sur le sujet de la qualité de vie au travail, de quoi on parle, et on veut aller vers quoi. Je reviens sur l'exemple. Voilà, est-ce qu'on veut faire de la QVT pour mettre en place des baby-foot, ou est-ce qu'on veut faire de la QVT pour donner à chacun la capacité d'agir sur son travail et de bouger son organisation, d'être acteur de l'organisation du travail. Donc, c'est important de savoir vers quoi on va. Et puis, on met en place un comité de pilotage, un groupe de travail, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est bien un groupe avec différents métiers qui va piloter, orienter, aller solliciter des compétences complémentaires en interne, voire à l'externe, selon les avancées du projet. Et donc, ça aboutit à une feuille de route
ou un accord de méthode, mais entendez plutôt une feuille de route, c'est voilà où on veut aller, voilà ce qu'on s'est dit sur c'est quoi la QVT pour nous, voilà nos enjeux, et voilà le processus par lequel on va passer. La deuxième étape. Alors, la deuxième étape. Diagnostic. Et je donne la parole à Marie. Merci. La deuxième étape, c'est l'étape de diagnostic pour savoir par rapport au sujet quel est notre niveau de maturité, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, il y a différentes façons d'approcher cette étape-là. Nous, aujourd'hui, avec Elisabeth, on a fait le choix de vous présenter un outil qui a été développé en Arax Pays la Loire et puis après développé par le réseau qui s'appelle les essentiels QVT. Tout à l'heure, monsieur le maire, on a dit un mot, donc on va pouvoir vous le présenter de façon plus concrète. C'est un outil qui va permettre de lister les sujets à traiter. Donc, il se compose avec 4 plots. Alors, vous avez les visuels et je vous montre aussi. Voilà, c'est des petits plots comme ça. Hein, c'est tout simple. 4 plots. Le premier plot, c'est le plot existant et satisfaisant. Donc, c'est ce qui existe dans l'entreprise et qui est plutôt à valoriser. Le deuxième plot, c'est ce qui est existant mais à améliorer, le plot orange. Le troisième plot gris, inexistant et non souhaité. Et le quatrième plot bleu, inexistant mais souhaité. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, on va vous montrer des exemples notamment de cartes qui peuvent être tirées. Donc, c'est des cartes comme un jeu de cartes. Hein, c'est très classique. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais on est sur le travail et l'organisation du travail. Donc, vous voyez que sur la carte, en biais, il y a relation au travail. Et ça, c'est une des thématiques de la Marguerite QVT que tout à l'heure, Elisabeth vous a présentée. Donc, c'est sur la thématique relation au travail. On vient s'interroger sur l'intégration des nouveaux embauchés. Donc là, c'est au sein du comité. Voilà, quelles sont nos procédures et nos parcours d'intégration? Est-ce qu'on a un livret d'accueil? Est-ce qu'on n'en a pas? Comment il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'on a du tutorat? Et cette carte-là, collectivement, on la discute. Et c'est ce qui fait l'intérêt, c'est qu'on fait un diagnostic qui est partagé. Chacun partage sa vision. Et c'est là aussi où on a tout le bénéfice de la méthode. C'est-à-dire que parfois, on a une vision partielle des sujets. Donc, ça permet de pouvoir avoir une concertation autour de cette thématique et de collectivement décider, OK, sur cette carte intégration des nouveaux embauchés, comment on se positionne? Est-ce que c'est quelque chose qui est existant et satisfaisant? Est-ce que c'est existant mais c'est amélioré? Est-ce que c'est inexistant et non souhaité? Est-ce que c'est inexistant mais souhaité? Voilà pour la première carte. Je vous en passe une seconde, qui va concerner plutôt la thématique santé au travail et faire un focus sur les locaux, les outils, le matériel qui sont mis à disposition pour travailler. Là, on va venir questionner au niveau de l'état, de la qualité, est-ce que c'est adapté à l'activité si on est nomade, par exemple. Et de la même façon, c'est une carte qui est discutée collectivement. Quelle est la vision de chaque métier, de la direction sur cette thématique? Est-ce que c'est existant et ça fonctionne plutôt bien? Est-ce que c'est existant mais amélioré? Est-ce que ce n'est pas existant et ce n'est pas souhaité? Ou est-ce que ce n'est pas existant mais ce serait un sujet qu'il faudrait qu'on traite? Je vous en présente d'autres. Hein. L'idée, c'est vraiment de vous donner un peu plus d'éléments concrets. Donc là, sur le thème contenu du travail, on vient s'interroger sur l'organisation de la polyvalence des salariés. Est-ce qu'il y a des tâches qui sont diversifiées? Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont faites sur les postes de travail? Voilà, je vois Elisabeth qui vous montre en direct la carte. Ça vous permet de voir le format. Une troisième carte qui vient plutôt sur la thématique égalité professionnelle, égalité des chances. Donc, l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Voilà, les horaires, on en parlait tout à l'heure. La mise en place du télétravail, on en parlait aussi précédemment. L'équipement numérique, la déconnexion, comment ça fonctionne. Voilà, donc globalement, en fait, c'est un jeu, vous avez 32 cartes, donc on vous a montré quelques exemples. Ça vient traiter l'ensemble des sujets de la Marguerite QVT. Donc, il y a des choses qui sont autour de la stratégie de l'entreprise, de la qualité des temps de pause, voilà. Et c'est balayer l'ensemble de ces 32 cartes. Et sur chaque plot, d'avoir le plot vert, c'est ce qui est existant et ce qui est satisfaisant dans notre organisation. Et donc ça, c'est à valoriser. À l'extérieur, à l'interne. Alors, on parlait tout à l'heure d'attractivité, ça peut être des thématiques qui peuvent être affichées.
Il y a le plot orange qui est existant mais amélioré. Donc là, effectivement, c'est un sujet sur lequel on a déjà de la matière, mais on pourrait aller un petit peu plus loin. Le plot gris et l'existant et non souhaité, ce n'est pas un sujet pour l'organisation, ce n'est pas un sujet pour l'entreprise, ça ne sert à rien de s'y attarder et de consacrer du temps. Et l'inexistant mais souhaité, là, effectivement, ça n'existe pas dans la structure, il y a peut-être de l'innovation à faire sur ces thématiques-là. Et c'est de se dire, sur les plots orange, le plot bleu, voilà, globalement, ça, je passe ce que je voulais indiquer, c'est retenir 3 cartes et les classer par ordre de priorité. Se dire, on a par exemple sur la thématique bleue, on vous a fait une présélection, régulation sur le travail avec les managers, sensibilisation des chargés de recrutement à la mixité et l'égalité professionnelle, organisation des absences des salariés. Et puis sur le plot orange, voilà, les locaux, l'outil, le matériel à disposition pour travailler, le partage des enjeux et la stratégie de l'entreprise, l'environnement des postes de travail et la sécurité. Et là, c'est de se dire, voilà, on a 6 cartes, on va en retenir 3. Et on peut se dire que pour l'année, ça va être les sujets à traiter en priorité. Nous, on est plutôt partisans de la technique des petits pas, c'est-à-dire qu'on prend un sujet, on le traite à fond de façon concrète, et puis ça donne confiance au collectif, ça donne confiance au comité de pilotage pour poursuivre, mais on ne fait pas un plan d'action avec 10 actions, ce qui pourrait faire peur. Vaut mieux se donner confiance en priorisant 3 thématiques, et puis en allant au fond des sujets de façon très concrète. Voilà, peut-être Monsieur le maire, je ne sais pas si vous vouliez compléter, comme vous disiez que vous aviez acquis le jeu récemment. Oui, je l'avais évoqué tout à l'heure, en fait, sur le groupe QVT qui était un peu perdu, en tout cas, dans et son rôle et son organisation. Et ce jeu les a vraiment, vraiment structurés. Et la règle des petits pas, je l'aime beaucoup puisque c'est aussi ce qu'on pratique dans la méthode agile, hein. Pas agile en termes de production, mais agile de façon organisationnelle et managériale. Et la production arrive par la suite. La règle des petits pas, on prend 2 sujets, on le mène au bout. Il y a d'autres sujets à traiter, on en a connaissance, mais déjà, on va en traiter 1 ou 2 ou 3, en fait, selon les souhaits de chacun. Et ça les a soulagés de se dire, on se concentre que sur ça plutôt que d'aller un peu partout sans savoir trop comment. Donc, il est vraiment particulièrement efficace. Nous, ils l'ont fait, en fait, ils ont accueilli des petits groupes, hein. Ils ont fait 3 petits groupes pour que tout le monde puisse s'exprimer plus facilement. Ça peut être aussi une possibilité, effectivement. Parfois, en fonction des organisations, il peut être joué dans plusieurs services ou autres. Et puis, à un moment donné, il y a une remise en commun et puis une priorisation collective, par contre, au final. Voilà. Quand on est un grand groupe, il y a certaines personnes qui ont plus de facilité à s'exprimer que d'autres. Et en petit groupe, c'est plus facile. Donc, ils ont choisi de le faire en tout petit groupe. Très bien. Merci. Elisabeth, je te laisse poursuivre sur l'étape d'expérimentation. Donc, l'étape 3 de la démarche qualité de vie au travail, c'est l'étape d'expérimentation. Donc, c'est un ou plusieurs groupes de travail de salariés qui sont impliqués par le sujet concerné. Alors, vous voyez entre parenthèses usagers, décideurs, concepteurs. Ça peut vous aider à constituer le groupe de travail parce que pour prendre justement les différents points de vue, il y a bien sûr les personnes qui vont utiliser le sujet qui va être travaillé, mais d'avoir un décideur et un concepteur, ça peut aussi cadrer et permettre de croiser les points de vue dans ce qui va être élaboré. Qu'est-ce qu'on fait à cette étape? Eh bien, pour un sujet prioritaire, on va identifier des objectifs et des critères de satisfaction. On peut toujours les trouver dans les 3 registres, hein, économique, social et travail. Analyser l'existant, proposer des améliorations, élaborer des nouvelles manières de faire, les tester, les évaluer. Et comment on va faire ça? Eh bien, on va faire ça avec ce qu'on appelle, nous, des espaces de discussion. Donc, c'est des réunions de travail avec un fil d'animation qui a pour objectif de produire quelque chose. Donc là, c'est de produire une analyse, c'est de produire une nouvelle manière de faire. Voilà. Comment on va le faire? Eh bien, à partir de ce qui aura été produit, on va faire des tests en situation réelle sur un périmètre donné. Évidemment, le périmètre, ça peut être l'ensemble de la structure, je pense, quand on est 12 ou 14 salariés, ou ça peut être un site quand on est sur plusieurs sites. Et puis faire une évaluation au fur et à mesure et ajuster en fonction des résultats, des tests et de l'évaluation.
Et là, on peut avoir des traces ou des livrables si on a besoin de ce niveau de structuration qui peuvent être des fiches, ce qu'on appelle des fiches d'expérimentation et d'évaluation qui nous permettent de suivre les nouvelles manières de faire qu'on a testées, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et pour pouvoir avoir une trace de comment on a ajusté et pourquoi on a ajusté. Tu peux passer. Voilà, merci. Alors, on parle beaucoup de parler de son travail, mais à quoi ça sert de parler de son travail? On a vu que ça faisait partie des éléments de définition des ANI, mais pour schématiser un petit peu, parler de son travail, c'est au service des salariés, c'est-à-dire que ça rend service aux salariés, et ça contribue à la reconnaissance, à la professionnalisation, à l'engagement, au sens du travail et à sa réalisation. Mais parler du travail, c'est aussi au service de l'entreprise ou de l'organisation pour contribuer à la performance collective, à l'innovation, au dialogue social et au processus décisionnel. Et parler du travail, c'est aussi au service du travail lui-même, dans l'objectif d'une transformation concertée de l'activité et des pratiques de métier. Voilà, c'est un peu théorique comme diapo, mais en tout cas, moi, je le vois bien en lien avec le témoignage qu'on a eu tout à l'heure par rapport aux éléments positifs en termes de résultats, en termes de contribution des gens, en termes de satisfaction des gens. Voilà. La dernière étape de la démarche QVT, c'est l'étape de pérennisation où il s'agira de déployer et de transférer. On est toujours autour d'un certain acteur. Alors, le COPI, le comité de pilotage ou le groupe QVT, peu importe comment vous l'appelez. Mais il va impliquer aussi les dirigeants de la structure. On a vu que M. le maire ne faisait pas partie du groupe QVT. Donc, à un moment donné, il faut bien qu'il puisse prendre des décisions par rapport à ce qui est produit. Voilà. Donc, importance d'avoir les dirigeants qui entrent dans cette boucle-là. Et puis aussi les représentants des salariés dans la mesure où ce statut-là existe dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'on va y faire à cette étape-là? On va valider les expérimentations, on va les valoriser, on va les déployer, et puis on va relancer le COPIL où on va donner au COPIL la mission de poursuivre sur d'autres sujets. Et on voit bien dans le témoignage qu'on a entendu qu'au début, il y avait un sujet d'entrée et que petit à petit, le groupe, dans son travail sur la qualité de vie au travail, a été chercher d'autres sujets. Voilà. Comment ça va se faire à cette étape-là? Eh bien, les validations des expérimentations, elles vont se faire en fonction des effets qui auront été identifiés et produits. Selon le cas de figure, on peut rédiger un accord de contenu, un plan de déploiement ou un protocole d'action. Ça va dépendre des obligations réglementaires en fonction de la taille de la structure. On peut critiquer la méthode qu'on a mise en œuvre et y apporter des corrections parce qu'on a fait le choix de mettre en place un très gros comité QVT avec beaucoup d'acteurs, ce qui rend un petit peu difficile sa mobilisation. Voilà, c'est un exemple d'ajustement, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Et puis, on va planifier la poursuite du projet sur, à minima, l'année suivante. Et on a toujours des livrables qui peuvent être autour du plan de déploiement ou de l'accord de contenu, ou en tout cas une nouvelle feuille de route. Et Marie, si tu peux, voilà, encore une fois. Non, voilà, merci. Pour synthétiser ce que je viens de vous dire, donc on retrouve les 4 étapes de la démarche QVT et 3 points clés. Un système d'acteurs qui va chercher dans le dialogue professionnel et dans le dialogue social et qui va chercher différents points de vue pour qu'ils travaillent ensemble. Parler du travail, donc on est bien centré sur le travail de la structure et sur le travail du quotidien. Et avec une expérimentation au fil de l'eau. C'est-à-dire que les nouvelles manières qui sont élaborées, on va les tester parce que peut-être qu'elles ne vont pas bien fonctionner. Voilà, donc il y a un droit à l'erreur. C'est les points clés de la démarche QVT.
Et alors, pour poursuivre, donc ce qu'on tenait à vous présenter ce matin, c'est que l'ARACT des Pays de la Loire lance un appui collectif qui concerne les entreprises du secteur privé de moins de 150 salariés. C'est un accompagnement collectif qui va se structurer avec l'ARACT en suivant en fait les 4 étapes de la démarche QVT. C'est soutenu financièrement par la DRETS et la région des Pays de la Loire. Donc, on a imaginé ça avec 4 séances de travail de 3 heures qui suivent la même organisation avec une première séance de travail autour du cadrage et du lancement de la démarche. Donc, l'appui collectif, il est orienté vers un binôme qui est représenté par un membre de la direction et un représentant salarié. Donc, on a déjà travaillé par le passé de cette façon-là, en accompagnant des entreprises de façon collective qui se présentaient souvent avec un dirigeant de structure, un salarié ou un représentant de salarié, un responsable RH et un représentant de salarié, voilà, autour de cette thématique qualité de vie au travail. Donc, la première étape qui est une étape plutôt de cadrage, de lancement de la démarche, pour aussi équiper chacun sur la QVT, c'est quoi? En tout cas, nous, le positionnement ARACT qu'on a sur le sujet, parce qu'aujourd'hui, il y a eu cette première étape de sensibilisation. Donc, on espère que vous allez repartir avec quelques éléments, mais que ce soit bien partagé collectivement, à la fois côté direction et côté salarié, pour pas qu'il y ait une représentation commune, en fait, qui soit instaurée dès le départ. Et à l'issue de cette séance de travail, le binôme va avoir de l'activité en fait entre chaque session de travail et ce qu'on a appelé des travaux intersessions. Donc les travaux intersessions, de leur côté, ça va être de constituer un comité de pilotage avec des membres qui soient représentatifs de l'entreprise, qui soient volontaires, qui ont envie de s'engager dans un dialogue qui soit constructif autour de cette démarche qualité de vie au travail. Et puis, l'autre activité, ça va être de communiquer sur la démarche en interne. Voilà. Pourquoi l'entreprise se lance dans une démarche qualité de vie au travail, qu'est-ce qu'elle pense y gagner en termes d'enjeux économiques, enjeux sociétaux, etc. Donc ça, c'est la première session de travail. Ce qu'on imagine, c'est effectivement avoir une deuxième session de travail 15 jours après, pour là, travailler plutôt sur la thématique du diagnostic. Donc, ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, notamment avec le jeu Les Essentiels QVT. Donc, l'idée de cette séance, c'est vraiment de pouvoir identifier une thématique à l'issue et donc d'équiper le binôme pour qu'il soit en capacité d'organiser le diagnostic en interne et d'identifier un sujet prioritaire. Voilà. Notre ambition, c'est au moins un sujet prioritaire. Donc ça, ce sera les travaux à mener entre la session 2 et la session 3. La session 3, on laisse un peu plus de temps. Donc, c'est une session qui aura lieu, on fait le projet J plus 40 jours pour laisser du temps de s'organiser en interne pour réaliser ce diagnostic parce que comme on l'a vu, il peut être joué aussi peut-être dans plusieurs services ou par petits groupes pour faciliter la prise de parole puis qu'après, il y a une priorisation qui soit collective. En tout cas, c'est laisser du temps. Et cette étape-là, comme l'indiquait Elisabeth, ça va être l'étape où on va construire les nouvelles façons de faire, pouvoir tester et ajuster. Donc, c'est équiper le binôme pour qu'il soit en capacité d'analyser les situations de travail et de pouvoir construire des expérimentations. Donc, de façon très méthodique, en fait, avec des outils pour qu'ils repartent et puis que ce soit facile à mettre en œuvre concrètement sur le terrain. Voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on l'a fait par le passé, alors sur des démarches qualité de vie au travail, sur des démarches télétravail. C'est des binômes qui fonctionnent bien parce qu'ils ont la matière et après, ils vont la partager. Ils réunissent le comité de pilotage avec un ordre du jour qui est précis. C'est une démarche qui se fait pas à pas. On est en soutien aussi entre les sessions aux besoins. Il peut y avoir un soutien plus individuel s'il y a besoin parce que parfois, avec d'autres entreprises, on a peut-être moins envie de se livrer sur certaines thématiques. Mais l'intérêt d'avoir aussi ce partage avec d'autres entreprises du même secteur d'activité, c'est de pouvoir se décaler, peut-être de voir d'autres façons de faire, de partager, et d'avoir cette dynamique collective. On est engagé collectivement dans un accompagnement, donc ça soumet aussi sur la table, en tout cas, ça remet toujours en haut de la pile la démarche qualité de vie au travail. Ça, c'est le retour qu'on avait aussi des participants, c'est que finalement, ça pousse un peu quand même pour qu'on agisse sur le sujet.
Et puis la dernière séance de travail, bah, c'est autour de la thématique du déploiement, de la pérennisation et comment on transfère, avec l'idée qu'en fin d'accompagnement, bah, l'entreprise est capable de produire un accord ou une charte sur la thématique et puis d'organiser le déploiement surtout. Et là, on a imaginé que c'était ça plutôt à J plus 4 mois. Alors, on a vu l'exemple d'ICEDAP qui a traité le sujet en 2 mois, donc c'est très rapide. Voilà, on préfère prendre 4 mois, ça nous paraît raisonnable. Certains vont peut-être plus vite et il n'y a pas de difficulté, on pourra aussi les appuyer de cette façon-là. Mais c'est aussi pouvoir laisser le temps à ceux qui en auraient un peu plus besoin d'avancer progressivement. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur cet appui collectif qu'on vous présente? J'ai une question. Je voulais savoir, dans les entreprises que vous accompagnez, est-ce que vous avez beaucoup de demandes dans les domaines du secteur horticole? C'est très variable. C'est vrai que là, la crise sanitaire, elle est venue un petit peu rebalayer les cartes parce qu'il y a d'autres sujets qui sont venus. En tout cas, ces 2 dernières années. Mais il y a effectivement des structures dans le secteur horticole qui ont été accompagnées sur des thématiques variées. Peut-être qu'Elisabeth, tu peux citer, je crois que tu avais accompagné sur la thématique TMS, sur Oui. ce sujet-là. Alors, il y a quelques années maintenant, donc je n'ai plus les noms en tête, mais on a déjà travaillé effectivement avec le milieu de l'horticulture ou le milieu de l'agriculture sans que ce soit spécifiquement secteur horticole. Voilà, il y a eu plusieurs accompagnements. Ensuite, c'est lié au partenariat que l'on peut avoir parce que dans la présentation de la structure de l'ARACT, nous n'avons aucun pouvoir sur l'entreprise. Donc, on peut recevoir des demandes spontanées, mais encore faut-il qu'on soit connu et identifié comme un acteur pouvant appuyer les structures. Et du coup, on peut être en offre. Là, par exemple, ce que vient de présenter Marie, c'est une offre d'action collective parce qu'on est en partenariat avec le CNPH Piverdière. Donc, il y a une sollicitation et il y a la possibilité de travailler avec un secteur d'activité plus qu'un autre. Voilà. Donc, dans les années passées, on a eu plusieurs sollicitations du secteur végétal. Je n'ai plus tous les noms en tête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous êtes les seuls à proposer cette démarche ou est-ce qu'on peut la retrouver ailleurs? Je ne suis pas sûre d'avoir bien entendu. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, ça peut être un peu mal perçu la question. La question était, est-ce que vous êtes les seuls à proposer cette démarche? Elle peut être perçue comme est-ce qu'il y a moyen d'aller voir ailleurs? Ce n'est pas du tout l'intention, c'est juste pour voir un petit peu, est-ce qu'il n'y a que l'ARACT qui propose ça? Ou est-ce que c'est une démarche qui peut être vue et entreprise par d'autres structures ou j'en sais rien? Alors, on n'a pas fait de benchmark sur ce qui était proposé à l'extérieur. En tout cas, je pense que ce qui est innovant dans cette démarche-là, c'est qu'elle soit collective. C'est-à-dire que c'est avec un collectif d'entreprises que c'est mené. Après, vous pouvez avoir effectivement des accompagnements individuels qui sont menés par des consultants. Et on vous présentera tout à l'heure justement un outil pour des entreprises qui souhaiteraient se lancer, alors soit qui ont plus de 250 salariés et qui ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif, ou alors des entreprises qui souhaiteraient se lancer seules dans une démarche, pas forcément avec un collectif, ça c'est aussi possible. En fait, dans notre mission de l'ARACT des Pays de la Loire, on vous indiquait en préambule qu'on a pour mission de développer de nouveaux outils, kits, méthodes, etc. Et qu'une de nos missions, c'est diffuser. C'est diffuser à travers ce type d'événement, mais aussi c'est diffuser aux consultants de la région Pays de la Loire. Donc, généralement, un sujet, donc je prends par exemple le sujet RPS, c'est un sujet qui a été traité par les équipes Pays de la Loire il y a quelques années, qui était traité aussi en appui, en intervention auprès des entreprises, mais sur lesquels aujourd'hui, on va agir uniquement en formation parce qu'on a développé des kits, des méthodes, des outils qu'on a transférés aux consultants de la région Pays de la Loire et que désormais, ils sont en capacité d'accompagner les entreprises sur le sujet, en intervention. Ce qui est
pas encore tout à fait le cas sur ce qu'on appelle le cycle QVT. En fait, à aujourd'hui, c'est en cours d'élaboration. Donc, vous avez des consultants qui sont tout à fait en capacité de le faire au niveau de la région des Pays de la Loire. Et puis, on va vous indiquer justement tout à l'heure pour des entreprises qui souhaiteraient avoir un échange avec des consultants sur la région des Pays de la Loire. C'est tout à fait possible. Et il y a un outil qui les recense, justement, avec lesquels on a un partenariat un peu plus élaboré. Voilà. En tout cas, l'accompagnement collectif, c'est quelque chose qui tient à cœur aux équipes de la RACT, parce que l'idée, c'est aussi d'ancrer une dynamique, ou bien au niveau d'un secteur d'activité, ou bien une dynamique territoriale, parce qu'on va proposer, enfin, on a proposé aussi cet appui-là sur des secteurs géographiques, pour le coup, différents, voilà, Mayenne, Vendée, par exemple, pour permettre aussi à des dynamiques ou territoriales, ou bien sectorielles, de prendre part à cette démarche QVT qui vient un peu voilà, bousculer l'organisation du travail et qui peut être vecteur d'innovation et donc vecteur d'innovation aussi dans une activité sectorielle. Voilà, je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Moi, je vais juste compléter en disant qu'aujourd'hui, le cycle QVT, il approche, on va dire, de la fin du cycle, pas de la fin du sujet, mais de la fin du cycle. Donc aujourd'hui, on ne fait plus d'accompagnement individuel, c'est-à-dire que l'appui dont a bénéficié ICEDAP, on ne le fait plus aujourd'hui. On fait et on propose des actions collectives et on propose sur qualité de vie au travail ce qu'on appelle des coups de pouce, c'est-à-dire un temps d'appui, on va dire, d'une demi-journée. Ça peut être 2 fois 2 heures, une demi-journée, pour aider une structure à faire le point de là où elle en est, à s'orienter, à partager des points de repère. Voilà. Sinon, après, il y a les dispositifs de formation, mais là, on est sur de la prestation payante, que l'on peut dispenser. Mais une action collective, c'est une action qui est prise en charge financièrement par nos financeurs. Donc, on ne demande pas de contribution financière de la part des entreprises, sauf le temps qu'elles y passent elles-mêmes. Et pareil pour les coups de pouce. Il y a un volume minimum pour le nombre d'entreprises engagées dans l'appui collectif. Un minimum, je pense que ce serait au moins 3 structures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai un peu du mal à percevoir l'intérêt d'une démarche collective parce que vous allez, donc, là, de ce que je comprends, vous proposez à 3 entreprises de se rassembler et de pouvoir profiter d'une démarche, mais chaque entreprise ne va pas forcément avoir les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes sujets, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait, effectivement. C'est ce qui fait l'intérêt aussi du collectif, en fait. C'est que, voilà, pour l'avoir expérimenté avec d'autres groupes de travail, la structure va être renvoyée à son fonctionnement. C'est-à-dire que il y a du partage sur quel chantier on a choisi, comment on s'y prend, comment on va expérimenter, etc. Et puis, les autres entreprises qui sont participantes vont venir questionner et un peu chatouiller parfois. Mais pourquoi vous y prenez de cette façon-là? Est-ce que vous avez pensé à ci? Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors, nous, on va aussi être dans cette posture avec Elisabeth, parce que bien entendu, au travers des expériences qu'on peut avoir, on a vu différentes organisations, différentes méthodes, et puis on a des kits ou autres qui peuvent appuyer. Mais c'est bien aussi de l'entendre de professionnels qui sont du même secteur d'activité et qui envisagent d'une autre façon, et des salariés qui envisagent d'une autre façon. Voilà, sur l'activité, sur le groupe télétravail qu'on a pu mener, c'est vrai qu'on aurait pu aussi avoir un témoignage d'une entreprise qui avait vécu un accompagnement collectif. C'est aussi les bénéfices qu'elles en ont tirés. Alors, je ne vais pas faire de teasing, mais très prochainement, justement, on va sortir un article sur cet accompagnement collectif et vous verrez les différentes structures qui témoignent de l'intérêt pour elles du fait justement qu'il y a eu d'autres entreprises qui participent à ce genre d'accompagnement parce que ça décale et ça vient chatouiller parfois. Voilà. Juste un complément, Marie, tu vas me dire si je me trompe, c'est minimum 3 structures pour mettre en œuvre l'action collective. Je pense qu'il y a un maxi qui a quoi, 6 structures, 7 structures? Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est entre 3 et 7 structures.
D'autres questions sur un... Est-ce qu'il y a une transférabilité qui a été travaillée de l'émission de la RAC, d'autres là, carrément de domaine, tel public, fonction territoriale Excusez-moi, j'ai du mal à entendre tous les mots. Il faut se rapprocher du micro, peut-être, s'il y en a un. Là, je n'ai pas une bonne place. Je n'ai pas dit ça. Là, maintenant, j'ai peur. Non, la question, c'était est-ce que vous avez travaillé sur une transférabilité des missions de la RAC sur différents publics? Là, on est sur le seul. Est-ce que le domaine public a été intéressé, fonction publique territoriale, collectifs syndicaux? Moi, la question qui est derrière tout ça, des publics en formation, bref, des collectifs socioprofessionnels, est-ce que visiblement, c'est une idée très générale qui pourrait s'appliquer à plein de situations? Est-ce que vous avez envisagé d'étendre ces concepts à d'autres collectifs? Alors, pour vous apporter quelques précisions, en fait, dans notre mission, on a vocation à appuyer les entreprises du secteur privé, TPE, PME. Donc, c'est vrai que le secteur public, on intervient plutôt sous forme de formation, voilà, de prestations plutôt de formation et moins sur ces thématiques. Après, cet appui collectif, il est proposé à la région des Pays de la Loire dans différents, ou bien secteurs d'activité, ou bien différents territoires. En fait, on ne fait pas des différenciations, si vous voulez, sur un secteur d'activité privilégié par rapport à un autre. Ce qu'il faut juste entendre, c'est que on a un programme d'activité qui est élaboré pour 2 ans et qui donne des priorités d'action à la fois sur des thématiques et sur des secteurs d'activité. Donc, ça veut dire qu'on va orienter nos actions davantage sur certains secteurs d'activité qui ont plus de besoins ou certains territoires géographiques qui ont plus de besoins. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions dans la salle? Pas d'autres questions. OK, très bien. Donc, je lance un petit sondage complémentaire. Donc, je le lance tout de suite. Vous pouvez commencer à y répondre pour ceux qui sont en ligne. Êtes-vous intéressé par cette action collective? Oui, non, je ne sais pas encore. Voilà. Est-ce que dans la salle, ça ne donne aucun engagement, hein, ces questions-là. Ça nous donne juste, nous, un ordre d'idée. Dans la salle, combien de personnes seraient intéressées par l'action collective? Je réponds au nom du CNPH, oui. Après, il y a d'autres entreprises présentes dans la salle. C'est oui, pas maintenant. Oui, pas maintenant. Donc, je ne sais pas quand, en fait. C'était ma question. C'est qu'est-ce qui conviendrait de mieux? Alors, c'est décalé d'un trimestre, c'est une échéance plus longue. On a revu fin 2022, début 2023. Mais en fait, il y a des choses qui se font chez nous naturellement et qui ne sont pas forcément recensées. D'accord. Après, il y a la formalisation de certaines choses pratiques qui se font. Après, oui, évidemment que c'est un sujet intéressant. Nous, on est déjà dans d'autres démarches en ce moment, donc c'est vrai que c'est compliqué d'en rajouter là. Mais oui, il faut. En fait, c'est peut-être dans la formalisation. Ouais. Merci. Mais... Moi, j'avais juste une question sur l'action collective. On est d'accord, si j'ai bien compris, que le principe, c'est un binôme pour chaque entreprise qui va dans cette formation. Oui. Et ce binôme représente l'entreprise et repart avec pour objectif d'installer la démarche QVT chez lui. Tout à fait, tout à fait. Merci pour la reformulation. C'est tout à fait ça.
Alors, je vais considérer en ligne que vous avez répondu. 73%, donc je mets fin au vote à 3. 1, 2, 3. Je mets fin au vote. Et je partage les résultats. Donc, normalement, vous voyez tous que 50% des répondants sont intéressés par l'action collective, 7% non, et 6% ne savent pas encore. Donc, nous, ça nous donne un ordre d'idée. Bien sûr, on ne vous demande pas de vous engager à la seconde. J'arrête le partage. Voilà, moi, je voulais peut-être juste apporter une précision pour la personne Pauline de Moinet et Fils qui a posé une question dans le chat en demandant si le collectif était ouvert aux entreprises France et uniquement Pays de la Loire. Alors, si c'est une structure qui se situe en dehors de la région des Pays de la Loire, il y a d'autres ARACT qui existent, il y en a une par région. Et n'hésitez pas, on va mettre nos coordonnées en fin de présentation. N'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on puisse vous appuyer si vous avez besoin pour vous mettre en relation avec l'ARACT. Hein, voilà. Vous êtes à Niort. Ah, ok, très bien. Eh bien, écoutez, on peut vous mettre en relation aussi avec l'ARACT qui est présente sur cette zone-là. Voilà. Autre question qui m'a été posée. Peut-on se procurer le jeu de cartes? La réponse est oui, on peut se procurer le jeu de cartes. Je crois qu'il coûte une 30aine d'euros et je pense que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est directement auprès de l'ANACT ou vous pouvez passer par l'intermédiaire de l'ARACT. Je n'ai pas la réponse tout de suite parce que honnêtement, moi, je ne l'ai pas acheté. Voilà. C'est un peu simple comme réponse, excusez-moi. On vous donnera le lien, en tout cas le moyen de le trouver. Moi, je l'ai commandé sur le site de l'ANACT. Voilà, merci pour votre expérience. C'est comme ça qu'il faut procéder, effectivement. Alors, peut-être juste un mot sur la plateforme Réflexe QVT. On vous en a parlé tout à l'heure rapidement. Donc, c'est une plateforme Internet qui existe. C'est une plateforme de mise en relation entre les entreprises et les consultants, justement. Donc, il y a possibilité de sélectionner sur la région des Pays de la Loire. C'est un accès et une utilisation qui sont entièrement gratuites. Ça permet aux entreprises d'identifier les consultants qui sont compétents sur la thématique QVT. Et c'est des consultants qui s'engagent vis-à-vis du réseau ARACT-ANACT à respecter les principes de la QVT. Donc, il y a possibilité de se faire appuyer pour analyser son besoin et rédiger un petit peu ce qu'on peut appeler un cahier des charges. L'ARACT des Pays de la Loire, notamment Elisabeth, peut vous appuyer avec Léna. Si vous avez envie de passer par cette plateforme, c'est tout à fait possible d'être appuyé un peu plus pour être aiguillé. Elisabeth, tu peux peut-être... Oui, effectivement. Dans notre mission autour de cette plateforme, il y a une partie qui concerne les consultants privés avec lesquels on propose des animations, des groupes de travail, des groupes de co-développement. Et il y a aussi une mission auprès des entreprises de la région des Pays de la Loire qu'on a effectivement un peu plus de mal à toucher, mais on pourrait proposer des ateliers alors collectifs ou des appuis individuels sur comment on peut préciser un petit peu, cibler sa demande, comment on peut solliciter le consultant, quel cahier des charges on pourrait élaborer pour aller solliciter un consultant privé, et puis comment, sur quels critères a priori, parce qu'après ça reste du registre de l'entreprise, sur quels critères a priori on pourrait s'appuyer pour essayer d'arbitrer entre le choix de plusieurs consultants, de plusieurs propositions. Donc, ça fait partie des appuis possibles. N'hésitez pas à diffuser autour de vous. Voilà, et après, pour conclure, on voulait vous présenter quelques ressources sur le sujet qualité de travail, donc notamment des ouvrages, des revues, des sites. Donc là, où on pourra vous adresser la présentation par mail à l'issue. Je vais passer rapidement sur la deuxième diapo. C'est QVT le MAG, où on retrouve des témoignages d'entreprise. Et vous avez notamment
le numéro qui est orange, le numéro de mars 2020. Il y a notamment le témoignage de l'entreprise du CEDAP avec voilà, Monsieur le maire qui était présent aujourd'hui. Mais vous le retrouvez dans ce magazine-là. Et vous avez aussi des témoignages d'entreprises du secteur plutôt paysagisme, etc., qui sont peut-être un peu plus analogiques par rapport à votre secteur d'activité. Je pense que c'est dans le mag numéro 1. Voilà, sur cette partie témoignages et actions au niveau de la région. Après, vous avez la possibilité d'avoir ce qu'on a appelé les vidéos, les quarts d'heure QVT. Donc voilà, ça dure un quart d'heure. Il me semble qu'il y a 2 saisons, 4 épisodes. On n'a pas trop concurrencé Netflix quand même sur le sujet, mais ça vous permet de vous équiper en tout cas sur la partie QVT. Vous avez également le kit échanger pour agir sur le travail qui a été élaboré avec Elisabeth. Tu veux peut-être en dire un mot Oui, c'est un kit qu'on a élaboré avec ma collègue Léna Miller-Jones, que Marie a déjà évoqué, on travaille ensemble par rapport à la plateforme Réflexe QVT, notamment. Voilà, ça donne des éléments de contenu et méthodo pour une structure qui voudrait mettre en place des séances d'échange pour agir sur le travail ou des espaces de discussion, en tout cas des groupes de travail qui vont se réunir 1 fois, 2 fois, 3 fois en tout cas, qui se donnent un objectif et qui vont produire autour de l'objectif qui se sont donnés. Voilà, c'est un petit guide méthodo et pratique. Il vise l'autonomie sur le sujet. Voilà, et puis il y a une présentation aussi, on a mis les jeux pédagogiques Tzatziki, cocktail, ça c'est des animations qu'on peut proposer pour tester un petit peu des organisations. Donc c'est composer différentes équipes et les amener à réaliser soit un cocktail, soit un tzatziki. Et puis avec des modes organisationnels différents, ce qui permet de mettre en lumière des champs de la QVT notamment. Voilà, on vous laisse avec nos contacts, adresse mail et téléphone au besoin. Et puis voilà, on avait réservé un petit peu de temps en fin de session pour avoir des échanges. Si vous avez des questions, il y a peut-être des éléments auxquels on n'a pas répondu. Donc n'hésitez pas, que ce soit en direct ou par le chat. Au sein de votre propre équipe ARAC, Pays de la Loire, est-ce que vous avez un groupe QVT? Et si oui, est-ce qu'il y a des sujets que vous travaillez actuellement? On n'a pas officiellement un groupe QVT, mais on va dire qu'il y a un certain nombre de sujets qu'on met en évidence régulièrement et qu'on essaye de traiter plus ou moins efficacement. Voilà, mais après, dans nos derniers sujets qu'on a pu traiter, c'est la mise en place d'outils, forcément, pour agir directement sur notre travail. Hein. Comme on vous disait, dans nos missions, on a plutôt vocation à être en diffusion. Et c'est vrai que la période Covid est venue directement impacter en fait, l'animation d'événements qu'on pouvait tenir en présentiel ou directement au sein des entreprises. Donc, c'est venu impacter directement notre organisation de travail et nos situations de travail. Donc, on a cherché différentes solutions qui pouvaient pallier. On l'a testé. Voilà, et puis on a opté pour certains outils. Donc ça peut faire partie des sujets QVT qu'on a menés. On a profité aussi d'un réaménagement au niveau de nos locaux. Ça, c'est quelque chose qu'on a traité aussi collectivement sur un peu l'étape de diagnostic. Qu'est-ce qu'on voulait en faire pour plus tard, quelle organisation, et puis la mise en œuvre de façon très concrète, déménagement, réorganisation, contact avec des prestataires, voilà. Le classement des entreprises Great Place to Work, etc., ça passe forcément par une démarche QVT? Ce n'est pas forcément un classement que je connais dans le détail. Quelle est la question derrière? J'imagine que si vous me posez, c'est que vous avez une idée un peu plus précise. C'est-à-dire qu'il y a un classement d'entreprises aujourd'hui officiel des meilleures entreprises dans lesquelles travailler, qui est Great Place to Work, et qui met en avant la QVT, la RSE, etc. Et je voulais savoir si toutes ces entreprises-là avaient engagé officiellement une démarche en fait QVT.
Après, je pense que c'est le label qui pourrait davantage distinguer, vous éclairer sur le référentiel. Vous n'êtes pas impliqué dans ce label? Ah non, on n'est pas dans ce label. Non, pas du tout. Après, c'est vrai qu'on intervient beaucoup plus localement. Enfin, les structures qui sont dans ce type de label, généralement, elles ont une dimension plus nationale, voire internationale pour certaines. C'est vrai que nos actions, elles portent beaucoup plus sur le territoire et localement pour des structures qui ont besoin aussi d'amener de la visibilité et de l'attractivité au plus près de leur territoire. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Des remerciements à Monsieur le maire pour son témoignage. On va y venir après. Mais vous le faites très bien. Merci, très bien. Merci par avance alors. Nadine Drouet, je me permets de le dire, pour ceux qui n'accèdent pas au chat, qui nous dit « Merci pour cette présentation dynamique et enrichissante. La démarche est bien expliquée et le témoignage de la société ICEDAP, très intéressant. Bonne journée à tous. » Merci. Merci pour ce Donc, retour. effectivement, on va clôturer. Je vais remercier Monsieur le maire effectivement d'ICEDAP pour son témoignage. Et puis, merci à l'ARACT d'avoir accompagné dans cet atelier, dans le traitement de ce sujet qui nous semble hyper important pour la profession horticole. Et donc, j'espère qu'on arrivera à monter des opérations collectives avec les entreprises du secteur pour avancer sur ce sujet. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Merci de donner l'opportunité de nous exprimer sur le sujet, c'est toujours précieux. Merci aussi à Monsieur le maire d'avoir accepté de témoigner et d'allouer du temps pour ce partage. Merci Elisabeth pour cette collaboration. Et puis merci à vous tous pour vos questions et les échanges, c'est toujours très enrichissant à notre niveau. Très bien, merci, bonne journée. Et puis nous, on va rester en relation parce que c'est un sujet qui nous intéresse au titre du CNPH aussi. Voilà. Bien, merci, à bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.